des grands communicateurs. C'est la 6e saison en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, dont l'Ateluc qui nous accueille, le Canal Savoir qui va nous diffuser après, et le public fidèle qui nous regarde ici en personne ou sur Internet. Alors, bienvenue à tout le monde. S'il y a ici, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est la première fois ce soir, l'Atoile des communicateurs, c'est un organisme sans but lucratif qui regroupe des professionnels ou des passionnés de la communication, tous issus de la francophonie. Vous pouvez regarder sur notre site web un petit peu pour en savoir plus long, c'est toile.coop. Et il y a aussi le bottin des communicateurs qui, si vous intéresse, soit d'en faire partie, soit de le consulter, ne vous gênez pas, inscrivez-vous dedans. Un petit peu de logistique, on m'a posé quelques questions à l'entrée, donc c'est toujours utile. La conférence de ce soir durera environ 45 minutes, c'est un maximum. Je ne sais pas si on l'excédera ou pas, selon la période de questions qui va suivre. Des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 30, des fois, il y en a plein. Alors, ça va être comme ça. Vous avez eu un questionnaire d'évaluation. S'il vous plaît, remplissez-le. Ça nous aide, ça nous permet de toujours livrer un meilleur produit. Sur ce même questionnaire, vous avez la possibilité d'ajouter votre adresse courriel. Mettez-la, comme ça, les prochaines invitations, vous les recevrez directement si ce n'était pas le cas tout à l'heure. Pour les gens en ligne, je ne les vois pas, là, je ne sais pas où ils sont, mais ils sont quelque part. Vous pouvez remplir le questionnaire en direct. Alors, ne vous en priez pas. À la fin de la conférence, il va apparaître à l'écran grâce aux bons soins de Denis. Alors, vous les remplissez directement. On aura les résultats directement aussi. Est-ce qu'on va les annoncer, les résultats? Non, parce qu'il y a la compilation du manuel aussi. Ça sera très bien. Une dame, Mylène, m'a dit que ça serait bien. D'accord, parfait. On va friser à perfection ce soir, tant pis, il faut l'accepter. Je vais maintenant vous présenter notre conférencière. À droite de ce soir, Julie Mipildeschen, qui est ombudsman. J'espère que je n'ai pas massacré le titre parce que je me suis entraîné, je n'arrive pas à le prononcer ce truc-là. Des services français à la Société Radio-Canada. Elle ne sort pas de nulle part, elle n'émerge pas d'une boîte à surprise, comme disait notre communiqué. Première femme à occuper ce poste à Radio-Canada. Elle, dont le mandat est dorénavant de représenter les auditeurs, téléspectateurs, internautes à la Société d'État, ce depuis le 1er avril. C'est pas une blague, hein? 1er avril 2007. Et vous avez plus de 30 ans de carrière dans le journalisme et à titre de rédactrice, successivement reporter, peut-être que ce n'est pas dans l'ordre chronologique, correspondante et journaliste. À travers cet environnement médiatique, en plein bouleversement, il est plus qu'un bouleversement avec ce qui se passe, des gens dont on parlait, là, toute la fonction change, même si l'aboutissant de la fonction reste le même. Le métier de journaliste n'est pas toujours une partie de plaisir. En effet, le travail des professionnels d'affaires est plus que jamais scruté à la loupe et parfois remis en question. Alors maintenant, je vous recède la parole, c'est à vous l'honneur et on va tous vous écouter avec beaucoup de plaisir et d'attention. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette bien belle présentation et je voudrais remercier la TELUC et en particulier M. Denis Gilbert d'avoir pensé à m'inviter dans ce concept des communicateurs. Alors, j'ai intitulé ma conférence ce soir « L'éthique et la responsabilité journalistique dans un environnement médiatique en plein bouleversement ». Je vais vous parler à peu près 45 minutes. Si je me rends compte que vous êtes en train de dormir, je vais raccourcir cette allocution. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais vous parler de 3 acteurs qui ont un rôle à jouer en cette matière. D'abord, les journalistes, bien sûr, les entreprises de presse et le public. Et finalement, je conclurai en vous donnant mon point de vue, celui de l'ombudsman. Et comme nous ne sommes que 3 ombudsman de presse à travers tout le Canada, vous comprendrez qu'il s'agira d'une opinion sinon originale, tout au moins minoritaire. Une précision avant de commencer, bien sûr, je crois à la télé et à la radio publique, ça fait partie de mes valeurs, mais je ne parle pas ici au nom de Radio-Canada, car de par mon mandat, je suis totalement indépendante. Donc, je ne parle qu'en mon nom propre. Je vais donc parler des journalistes puisque je l'ai été moi-même depuis une trentaine d'années. Le journalisme a énormément évolué au Québec depuis les années 50. À l'époque, les journalistes étaient très mal payés et n'avaient aucune sécurité d'emploi. Ça avait des conséquences directes sur leur façon de travailler. D'abord, ils s'arrangeaient le plus souvent possible pour plaire aux gens et aux institutions qu'ils couvraient. En échange, ils recevaient des pots de vin qui leur permettaient de joindre les 2 bouts et de faire vivre leur famille. Tous ceux d'entre vous qui ont voyagé dans les pays pauvres, à Haïti par exemple, ou dans plusieurs pays africains, savent que cette pratique malheureusement demeure fort répandue.
Parfois, elle est même encouragée par des ONG et par des organismes de l'ONU qui veulent faire passer un message auprès de la population locale. Les fameuses enveloppes brunes n'ont pas disparu. C'est la syndicalisation dans les années 60 qui a permis aux journalistes du Québec d'obtenir une sécurité d'emploi et qui leur a donné de meilleures conditions de travail. Qui dit sécurité d'emploi dit une certaine indépendance. Ils n'en avaient jamais eu et ça leur a permis de dire non plus facilement au pot de vin. Les journalistes étaient tout de même conscients de leur fragilité, de cette fragilité de leur indépendance nouvellement acquise. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre eux ont décidé de créer en 1968 la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qu'on appelle la FPJQ. Elle vise évidemment avant tout à défendre ses membres et à jeter les bases de ce qui devait être l'éthique journalistique au Québec. On était en 68, la contestation régnait partout en Occident et les jeunes voulaient changer le monde. C'est un peu ce qui se passait aussi à la FPJQ. Alors d'ailleurs, au sein de la fédération, la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté d'accès au métier ont toujours eu beaucoup de place, beaucoup plus de place que les obligations professionnelles ou déontologiques. Il a fallu attendre 1996, donc presque 20 ans, avant que la FPJQ n'adopte son guide de déontologie des journalistes. Et ce n'est qu'en 2008, en fait en décembre dernier, il y a moins de 2 mois, que les membres ont donné plus de poids à ce guide en votant une résolution qui fait que dorénavant, les membres de cette fédération devront s'engager à respecter le guide. Et il s'agit tout simplement d'un engagement moral, puisque la fédération n'a ni l'intention ni les moyens de mettre en place les mécanismes qui permettraient de s'assurer que cet engagement soit respecté. Par exemple, que faire face aux junkets? Les junkets, ce sont ces voyages tout frais payés pour aller interviewer des vedettes d'Hollywood. Ça se fait un peu partout dans les médias écrits. Ce n'est pas prêt de disparaître. Aussi, vous lisez tous les cahiers de tourisme dans les médias écrits et souvent vous voyez voyages payés par telle compagnie. Ce sont en essence des conflits d'intérêts évidents, mais ça continue et les journalistes qui pratiquent ce genre de journalisme sont membres de la Fédération professionnelle des journalistes. Malgré tout, on peut dire que depuis 25 ou 30 ans, toutes les grandes entreprises de presse au Québec et les journalistes respectent davantage des règles déontologiques qui mettent de l'avant que l'information doit être grosso modo exacte, honnête et équilibrée. Parfois, ces règles sont très précises, comme ici, je vous ai apporté notre petite Bible à Radio-Canada, les normes et pratiques journalistiques. Parfois, ces règles sont plus floues. Les contraintes sont plus ou moins nombreuses ou sévères, mais à peu près tout le monde va dans le même sens et l'objectif est de fournir au public une information de qualité. Ça, c'est la théorie. La pratique maintenant est un peu différente. Je ne vous donne que l'exemple du Conseil de presse du Québec. Ça, c'est le Conseil de presse au Québec, c'est une espèce de tribunal d'honneur qui est composé à la fois de représentants de journalisme, d'organismes de presse et du public. Et les plaignants, n'importe qui dans le public peut porter plainte contre un journaliste et ce tribunal d'honneur se penche sur les plaintes et rend des décisions. Ce conseil est privé et impartial. Or, il n'y a pas longtemps, en fait, en décembre dernier, si je me rappelle bien, oui, tous les médias privés, radio et télé, ont décidé de se retirer du conseil de presse. Et ça, on parle ici de TVA, de TQS, d'Astral, de Corus et de RDS. Ils ne veulent plus faire partie de ce tribunal d'honneur. Ils ne veulent plus donc faire partie d'un groupe qui juge les médias, qui décide quand les médias ont respecté ou non leur code de déontologie. C'est triste, parce que le Conseil ne bénéficiera plus de l'appui moral qu'il avait jusqu'à maintenant, qui fait que la grande communauté journalistique et tous les médias y participaient et acceptaient d'une certaine façon ces décisions. Tout n'est pas quand même noir. On peut aller chez nos amis français. Récemment, des centaines de journalistes français ont tenu des assises spéciales le 20 janvier portant sur le droit de chacun à une information de qualité. Nos collègues souhaitent qu'on inscrive dans la Constitution elle-même le droit du public à une information honnête et de qualité. Et pour atteindre cet objectif, ils préconisent 3 mesures importantes. La première, j'y suis très attachée pour des raisons évidemment égoïstes. Ils veulent promouvoir la médiation. C'est une très bonne nouvelle parce qu'en France, les médiateurs, c'est ce qu'on appelle ici les ombudsman. Il y en a 3 à travers tout le pays. Un seul
moi, dans les médias francophones. En France, l'idée serait qu'on voudrait définir le statut de médiateur et s'assurer qu'on puisse recourir à leurs services dans toutes les entreprises de presse du pays. C'est encore qu'un projet, mais enfin, évidemment, de mon point de vue, ça va dans la bonne direction. On voudrait aussi inscrire dans la Convention collective nationale des journalistes un texte déontologique unique et créer une instance nationale tripartite qui s'occuperait de déontologie, un peu comme le Conseil de presse. Tout cela pour dire qu'au moment où les médias traditionnels, ceux qui sont nés avant l'Internet, sont en crise, bien des journalistes semblent souhaiter qu'on donne plus d'importance à l'éthique et à la déontologie. Le secrétaire général de la FPJQ, Claude Robillard, intitule d'ailleurs son dernier article dans le 30, c'est notre revue des journalistes. Donc ce titre, c'est la déontologie, bouée de sauvetage des journalistes. Il n'hésite pas à dire que l'explosion des communications publiques en tout genre, rendues possibles par Internet, oblige de préciser ce qui fait la pertinence du journalisme dans la société. Et il ajoute, phrase avec laquelle je suis d'accord, la déontologie, c'est une approche globale de l'information, la recherche continuelle de l'intérêt public et de la vérité, la vérification des faits, la rigueur, l'équilibre, la mise en contexte. L'information produite selon les règles de l'art ne poursuit qu'un but, éclairer le citoyen sur les enjeux importants de la société et lui permettre d'être le meilleur citoyen possible en démocratie. Encore là, c'est la théorie, c'est de beaux grands mots, mais la réalité sur le terrain n'est pas tout à fait celle-là. Les valeurs des journalistes sont en train de changer et dans bon nombre de cas, cela est dû au bouleversement que connaissent les médias. On n'a qu'à penser au phénomène de vedettariat, qui prend une importance de plus en plus grande au sein de la profession. Vous avez sans doute remarqué à quel point les grands quotidiens, en particulier le Journal de Montréal et la Presse, ont multiplié depuis quelques années le nombre de leurs commentateurs, de leurs columnistes, qu'on appelle aussi chroniqueurs. Et ces mêmes chroniqueurs sont encouragés par leur propre journal à multiplier les apparitions à la radio, à la télé et bien sûr dans leur blog personnel. Radio-Canada, je ne vous le cache pas, n'échappe pas à cette tendance. Nous avons, pour la première fois dans notre histoire, un premier analyste à la télévision qui passe ses journées à faire de l'analyse. De l'analyse pour certains, oui, certains diraient qu'on est à la limite du commentaire politique, mais bref, ce journalisme est en Oui. Je n'ai rien contre les tranches de vie des chroniqueurs, mais comme lectrice et comme spectatrice, j'aurais préféré apprendre que le dit journaliste allait être en retard pour couvrir quelque chose, pour aller faire une entrevue. Bref, qu'il allait apprendre quelque chose et m'en faire bénéficier, plutôt que de courir comme une queue de veau partout pour répéter 5 fois plutôt qu'une la petite quantité d'informations qu'il est parvenu à glaner entre ses trop nombreuses prestations. C'est un peu caricatural, mais la réalité n'est quand même pas si loin de ça. Ce nouveau phénomène, je le qualifierais de journalisme autocentrique. Il est facile à reconnaître puisque dans ses textes, le journaliste autocentrique emploie le prénom « je » plus que tout autre mot. Pour ceux qui croient que dans ce métier, il faut être humble, dans l'ombre et donner toute la place à ceux que l'on couvre, eh bien, le monde a bien changé. Pour avoir un reportage, il faut 2 choses. Des faits, bien sûr, que ce soit un accident d'auto, une faillite de banque, une tempête de neige, et une observation des faits par un journaliste. Si on additionne les 2, ça fait un reportage traditionnel. Aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à prendre des faits et à demander au journaliste de s'observer lui-même. Résultat, des articles autocentriques où on apprend que ça me met en maudit, ça me déçoit, ça me révolte, ça me réjouit, ça me fait vomir. Parfois, ou, comme dans le papier du samedi du chroniqueur télé de la presse, je l'évite ou je l'évite, selon que ça lui plaît ou que ça le fait planer. Toujours dans la même veine, cette semaine, lorsqu'on a demandé à un commentateur vedette s'il allait continuer à écrire dans le Journal de Montréal malgré le lockout,
Ce dernier a répondu qu'il n'est pas syndiqué, que le syndicat ne lèvera pas le petit doigt pour lui et que le Journal de Montréal n'est pas son patron, mais bien simplement un client comme d'autres. Je ne veux absolument pas commenter cette prise de position, ça lui appartient. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a jamais dans tout ça été question des lecteurs. Ce columniste aurait pu dire, par exemple, que dans les circonstances, il croyait rendre service au public du Journal de Montréal en continuant de l'informer, ou que s'il se rendait compte que les lecteurs étaient mal informés, il reviendrait peut-être sur sa décision. Mais non, pas un mot sur ceux pour qui on est censé faire du journalisme, les lecteurs. Remarquez que cela s'inscrit de façon logique dans ce journalisme autocentrique. Sans compter que le fait de devenir des vedettes fait en sorte que les journalistes multiplateformes vivent dans un monde encore plus éloigné de celui de leurs lecteurs. Je ne demande pas aux journalistes de faire vœu de pauvreté, bien sûr, mais lorsqu'un columniste gagne $250 000 par année en multipliant ses textes et ses apparitions et qu'il commente, par exemple, le budget conservateur, je ne suis pas toujours convaincue qu'il comprend très bien ce que cela signifie pour les travailleurs qui gagnent 30 à 40 000 $ par année et qui doivent faire face à une crise économique, sinon au chômage. On pourrait accuser ces journalistes d'oublier qu'ils sont au service du public et de trop se concentrer sur leur intérêt personnel. Mais ce phénomène ne dépend pas seulement d'eux. Il y a une volonté des entreprises de presse, Radio-Canada inclus, de mettre en marché l'information, comme un produit. Il est important de noter que l'apparition de l'Internet n'a pas nuit également à tous les médias. Si on regarde les chiffres aux États-Unis, par exemple, entre 2006 et 2007, les revenus publicitaires ont augmenté de plus de 15% sur Internet et ont diminué de 6% dans les journaux, ça c'était bien sûr avant la crise, et ils ont diminué de seulement 2,5% à la télé. C'est facile à comprendre, puisque dans un journal, l'information constitue l'essentiel du produit offert, alors qu'à la télé, l'information occupe une place moins importante et il y a une place plus grande pour le divertissement. Donc, je vous donne tous ces chiffres pour vous dire que ce sont les journaux qui sont les plus durement frappés par l'avènement des nouveaux médias. Et ce sont eux qui ont dû réagir le plus rapidement. Un des premiers éléments qui leur a enlevé des lecteurs sur la création de la blogosphère. Les premiers blogs ont démontré rapidement leur efficacité, d'abord dans le domaine politique, puis au fil des ans dans tous les autres. Les blogs sont essentiellement autocentriques. Leur crédibilité repose sur leurs auteurs. Les journaux ont perçu ce phénomène. Ils ont rapidement demandé à certains de leurs journalistes de se tourner vers ce nouveau format. En faisant ça, ils se trouvaient aussi à demander à leurs journalistes d'écrire beaucoup plus souvent des textes beaucoup plus courts, destinés essentiellement à faire réagir. Résultat, peu de faits, beaucoup moins d'analyses et beaucoup plus de commentaires. Et comme il fallait donner de la visibilité à ces auteurs, nouveaux genres, on les a encouragés à se faire voir ou à se faire entendre un peu partout. Les télés et les radios ont emboîté le pas avec plaisir, accueillant sur les ondes ces nouveaux commentateurs. C'est assez remarquable d'ailleurs de voir qu'aux États-Unis, des chaînes d'information continue comme CNN et MSNBC ou Fox News font de plus en plus de place aux émissions dites personality driven. Au début, ces chaînes présentaient en continu des bulletins de nouvelles, des captations en direct, des entrevues, de l'information, quoi. Maintenant, ce sont plutôt des magazines quotidiens mettant en vedette des Anderson Cooper ou des Wolf Blitzer. On assiste au même phénomène au Québec. Quand LCN est entrée en ondes il y a 10 ans, elle présentait des manchettes selon la formule nouvelle météo sport et on se répétait aux 20 minutes. Aujourd'hui, les émissions les plus importantes sont celles de Claude Poirier, Denis Lévesque, Richard Martineau et bientôt Jean-Luc Mongrain. RDI n'est pas en reste, le Club des ex de Simon Durivage est l'émission la plus regardée. Et il faut bien le dire, cette évolution vers le vedettariat a fait augmenter les parts de marché des chaînes spécialisées en info partout en Amérique du Nord. Je voulais mentionner ce phénomène parce qu'il est intéressant, mais aussi pour revenir à la presse écrite. Car il est évident qu'on écoute le matin Paul Arcan, Richard Martineau à LCN ou même à Radio-Canada, nos grands commentateurs. Il est évident que ces animateurs perdraient une grande partie de leur contenu s'ils ne pouvaient plus compter sur les reportages et les enquêtes des grands quotidiens. Et nous pouvons nous compter chanceux que les 2 quotidiens les plus lus au Québec aient continué à accorder des ressources importantes aux dossiers, aux enquêtes et aux reportages, en dépit de l'emphase sur les commentateurs. Mais regardons la situation aux États-Unis, parce que c'est peut-être ça qui nous guette.
on constate que même les quotidiens les plus prestigieux, comme à Los Angeles, Chicago, Washington et New York, ils en arrachent. La situation est encore pire dans les petits et les moyens marchés. Vous avez sans doute vu que le Christian Science Monitor, que je considère un des meilleurs journaux aux États-Unis, va passer bientôt uniquement sur le web. Fini le papier. Ça, c'est des très grandes tendances, très, très inquiétantes aux États-Unis. Certains journaux sont déjà sous la loi de la protection des créanciers. D'autres vont l'être sous peu. Les mises à pied se multiplient d'un bout à l'autre du pays dans les rangs journalistiques et les directions coupent dans ce qui coûte cher et rapporte peu. L'information internationale, le journalisme d'enquête et les dossiers sur les grands enjeux de société. Si toute cette information disparaît ou presque des grands quotidiens américains, ce n'est pas la télé ou la radio qui vont prendre la relève. Les médias électroniques américains ont de tout temps mis les gros de leurs moyens sur les nouvelles. Avec la baisse des revenus publicitaires, ils ne vont pas certainement se lancer dans de nouvelles émissions d'affaires publiques. On constate aussi du côté des entreprises de presse que leurs difficultés économiques peuvent les pousser à sacrifier certaines règles d'éthique associées à un service public, dans l'espoir d'augmenter leurs revenus. Je pense en particulier aux murs qui séparent depuis longtemps les rédactions des services commerciaux. On se souviendra par exemple que le Conseil de presse a blâmé TVA pour avoir interviewé dans son bulletin de 22 heures une des premières gagnantes de l'émission Le Banquier. Était-ce de la promotion ou de l'information? À Radio-Canada, un spectateur s'est plaint récemment qu'on diffusait dans le téléjournal des reportages qui s'apparentaient beaucoup à de la promotion d'émissions dramatiques. Entendons-nous, ce ne sont pas des crimes contre l'humanité, mais tout de même, ce sont des glissements qui peuvent être inquiétants. Troisième portion de cette équation, je voudrais maintenant parler du public, dont les membres sont passés de consommateurs d'informations à commentateurs, générateurs de contenu, éditeurs et parfois même journalistes. Tout cela grâce à l'Internet et aux nouveaux médias. Le phénomène est trop vaste et trop important pour le décrire en quelques minutes. Je vais seulement soulever certains points qui me frappent particulièrement. Prenons d'abord les commentaires des lecteurs ou des spectateurs. Dans le passé, on disait que les personnes qui écrivaient aux journaux étaient au mieux des retraités oisifs ou même des crackpots. Aujourd'hui, n'importe qui peut réagir à un article ou à une émission en quelques secondes et parfois, les commentaires se comptent par centaines, parfois même par milliers. Vous avez sans doute peut-être regardé le dernier Bye-Bye à Radio-Canada. Si vous vouliez mettre un commentaire sur cette émission, rien n'était plus facile. Ce qui fut remarquable cette fois, c'est que les chroniqueurs télé des journaux ont tous publié leurs critiques d'abord sur le web, puisque leurs articles n'allaient être imprimés que le lendemain pour les journaux du 2 janvier. Ce qui est frappant aussi, c'est que presque tous les chroniqueurs étaient assez nuancés dans leurs propos. Ils avaient aimé certaines choses, d'autres beaucoup moins. Personne ne criait au scandale. Ce sont les lecteurs qui ont joué le véritable rôle de critique. Sur tous les blogs des chroniqueurs, les spectateurs se ruaient par centaines pour dénoncer les blagues sur Nathalie Simard, Barack Obama et les Canadiens anglais. Les chroniqueurs télé ont dû rajuster le tir. Les animateurs de radio et des lignes ouvertes ont sauté sur l'occasion. Bref, vous savez le débat qui a suivi. La direction de Radio-Canada et les auteurs ont dû s'excuser 2 fois plutôt qu'une. Remarquez pourtant qu'il aurait fallu au moins 40 000 courriels pour que s'exprime seulement 1% des spectateurs du Bye-Bye, qui eux étaient 4 millions au total. Donc, moins de 1% des spectateurs se sont exprimés. Et on ne saura jamais ce qu'en pensaient vraiment tous les autres, mais ce fut plus que suffisant pour influencer l'opinion publique. Secrètement, ce que je souhaiterais, ce ne sera pas un secret, là, mais c'est que les spectateurs ou les lecteurs fassent preuve d'autant de passion pour critiquer l'information lorsqu'ils trouvent qu'une émission ou qu'un reportage n'est pas à la hauteur de leurs attentes ou lorsqu'ils trouvent qu'ils sont mal informés sur un sujet important. Un tel dialogue permettrait à toutes les entreprises de presse de mieux répondre aux besoins du public. Et ces besoins seraient mieux exprimés qu'ils ne l'ont jamais été dans le passé. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On est bien sûr à l'ère du journalisme citoyen, un mot un peu galvaudé, mais tout de même, pendant la campagne présidentielle chez nos voisins, plusieurs scandales touchant des politiciens américains ont éclaté suite à des dénonciations d'internautes qui avaient filmé des déclarations inacceptables passées inaperçues dans les médias traditionnels. Première réserve cependant sur les groupes de pression
qui utilisent leur propre image pour faire avancer leur cause dans les médias. Par exemple, lorsqu'un groupe de défense des animaux met en ligne sur YouTube des images terribles de ce qu'on appelle ici les usines à chiots, il réussit à faire passer son message auprès de plusieurs utilisateurs d'Internet comme c'est son droit. Mais lorsque les mêmes images se retrouvent dans les bulletins de toutes les chaînes de télé, je me pose de sérieuses questions sur la qualité de l'information. Ce qu'on voit est réel, bien sûr, mais ce n'est pas toute la réalité. Ces mêmes diffuseurs n'accepteraient jamais de montrer des contenus controversés fournis par une grande entreprise, par exemple. On aurait trop peur de la manipulation. Pourquoi donc abandonner cette précaution lorsqu'il s'agit de groupes perçus comme bien intentionnés? D'autre part, beaucoup d'utilisateurs de ces nouvelles technologies n'entretiennent pas de relations avec des entreprises de presse et se dirigent plutôt pour leur matériel vers des sites de partage comme YouTube, ou même j'ai trouvé Citizen News, Reporter Channel à l'intérieur même de YouTube, ou aussi Flickr. Je n'ai rien contre les sites de partage, au contraire, sauf que de plus en plus de gens, surtout chez les jeunes, au lieu de regarder les nouvelles à la télé, composent leur propre bulletin en tapant quelques mots-clés dans YouTube et en regardant des vidéos d'accidents d'auto ou de scènes de combat en Irak à la queue leu-leu. Pour certains, c'est la démocratisation de l'information, puisque chacun choisit librement ses sources et ses contenus. Pour moi, c'est le contraire, puisque cette personne consommera une information incomplète, souvent inexacte, parfois malhonnête et presque toujours sensationnaliste. Vous ne verrez pas souvent sur YouTube des vidéos sur les lacunes du système de santé aux États-Unis ou sur les problèmes d'analphabétisme. Quant aux blogs, qui ont les premiers donné naissance à ce qu'on appelle le journalisme citoyen, je ne soulèverai qu'un seul point. C'est l'efficacité avec laquelle toutes les firmes de relations publiques ont appris à s'en servir pour favoriser les intérêts de leurs clients. La blogosphère est beaucoup plus facile à manipuler que les médias traditionnels. On peut écrire ses propres messages sous anonymat ou sous une fausse identité. On peut s'en servir pour mousser ses produits en faisant croire qu'on est un consommateur plutôt qu'un manufacturier. Et si vous allez sur le site Blogitive, vous verrez même qu'on peut vous aider à trouver pour chaque produit spécifique un blogueur spécialisé qui, moyennant rémunération, se fera un plaisir d'afficher sur son site le message que vous voudrez y mettre. Je crois que l'Internet est une technologie qui apporte un bénéfice énorme à l'humanité tout entière, en termes de savoir, de liberté et de démocratie. Mais malheureusement, rien n'est parfait. Et pour l'instant, rien ne peut remplacer dans nos pays le rôle joué par les entreprises de presse, à condition bien sûr que celles-ci soient fortes et qu'elles soient vraiment au service du public. En terminant, un petit mot sur mon rôle d'ombudsman. Alors, mon rôle d'ombudsman, et je serai ouverte aux questions après plus spécifiques, est de représenter les auditeurs, les téléspectateurs et les internautes. Ils se plaignent de nos émissions et de nos reportages à Radio-Canada. Lorsque j'écris mes révisions, je réponds surtout à des questions déontologiques. Est-ce que le reportage était biaisé? Est-ce qu'on a été équitable? Est-ce que les faits étaient exacts? Je fais parvenir mes réponses aux plaignants, à qui je dis parfois qu'ils ont raison, parfois qu'ils ont tort. Je fais parvenir mes réponses aux journalistes, qui eux aussi ont parfois raison, parfois tort. Et finalement, je les fais parvenir à la direction de l'information. Et c'est important, parce que ça peut permettre d'améliorer les façons de faire, de changer les façons de faire. Moi aussi, j'ai mon site. Je publie toutes mes révisions sur le web. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est radio-canada.ca/ombudsman. Si je le fais, c'est par souci de transparence. Mais c'est aussi dans l'espoir qu'un ombudsman puisse quitter le domaine de la déontologie pour celui de l'éthique, faire un peu d'éducation aux médias, faire comprendre à ses lecteurs qu'une information de qualité pose de nombreuses exigences, non seulement aux journalistes et aux entreprises de presse, mais aussi aux citoyens eux-mêmes. Cette contribution est très modeste. Malgré tout, je pense qu'elle prend plus d'importance au moment où l'Internet et les nouvelles technologies ébranlent les médias traditionnels. Il ne faudrait pas que nos journaux, nos radios et nos télévisions abandonnent l'éthique du service public qui est la leur depuis le XXe siècle à cause de Twitter ou de TMZ. Merci. Merci beaucoup, c'était fantastique comme prévu. Des questions, ne vous gênez pas.
Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse d'être arrivé en retard, mais Pas du Ottawa n'est pas nécessairement à côté d'ici. Alors, c'est l'énergie Payette, membre du Sénat. Je dois vous dire que je suis très heureuse du poste que vous occupez parce que je pense que c'est essentiel. J'ai pas envoyé mes commentaires sur le bye-bye, mais j'ai été bien tentée, je dois vous dire. Oh, il y en a eu 2000 à Radio-Canada, alors je pense C'est ça. Alors, de toute façon, je pense que j'ai mes amis qui m'ont fait des commentaires pensant que moi, j'étais l'État et que j'étais pour vous faire un message. En tout cas, il y en a d'autres qui l'ont fait. Non, moi, une des choses qui m'horripile le plus dans le domaine journalistique, que ce soit à Radio-Canada, radio ou télé, c'est toute la question des informations anonymes, des sources anonymes. Écoutez, moi, je pense que j'en ai jamais vu autant. Alors, c'est toujours une personne qui n'est pas nommée. Il me semble qu'il n'y a pas de personne qui est autorisée à vérifier qui sont ces sources anonymes. Et n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et c'est rapporté sur les ondes. Et ça, je dois vous dire que, en termes d'information, ça me fatigue un peu. Si ça arrivait 2 fois par année, on n'aurait pas de problème. Mais ça arrive très, très souvent. Et je pense que c'est à la corporation elle-même de faire la police de ces choses-là. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, la multiplication des sources anonymes cesse, puisque de toute façon, il n'y a rien pour corroborer. Alors, vous soulevez un point très intéressant. Je pense qu'il y en a plus dans la mesure où il y a de plus en plus de commentateurs et de chroniqueurs, de gens dont le métier à la télévision et à la radio est de commenter l'actualité. Donc, parce qu'il y a plus de ces commentateurs, je disais dans ma présentation que le journalisme était beaucoup maintenant un journalisme de commentaires. Évidemment, ces gens, que ce soit des journalistes politiques et tout, font référence à des sources anonymes ou reprennent entre eux des informations qui viennent souvent de sources anonymes. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'effectivement, il est beaucoup question de sources anonymes. Radio-Canada, comme les autres médias, a recours à ces sources. Parfois, je vous dirais, comme ancienne journaliste, c'est bien sûr la seule façon d'obtenir des informations, mais il ne faut pas en abuser. Qui n'a pas entendu ou su que les sources qu'on nommait, finalement, il n'y en avait pas derrière. Et ça, c'est vrai que c'est arrivé dans le passé. Comme ombudsman, ce que j'ai précisé dans une de mes révisions, je crois, c'est que comme les auditeurs et les téléspectateurs souvent se demandent « mais qui pense ça, qui dit ça ?» il serait probablement bon pour les commentateurs, quand ils font de l'analyse, de citer leurs sources quand ils en ont. De cette façon-là, il y aurait une plus grande crédibilité à leurs propos et surtout, on ne se dirait pas que ce propos est de l'opinion. Parce que souvent, le téléspectateur et l'auditeur a le sentiment que le journaliste qui fait de l'analyse dit son opinion. Alors que quand on cite ces sources, on a l'impression d'être en terrain plus solide. Donc, c'est une question importante que vous posez. Moi, je suis en poste comme ombudsman depuis 2 ans. J'ai pas vraiment fait de révision encore sur ce sujet, sur une nouvelle qui aurait été faite uniquement avec des sources anonymes. Ceci dit, en général, je dois dire que j'ai eu une bonne collaboration des journalistes avec qui j'ai travaillé et la plupart du temps, on passe à travers le processus journalistique et pour que je puisse savoir, moi, si les sources sont solides ou non pour sortir des informations. Mais le point que vous soulevez est exact et je sais que même les non-politiciens, souvent les auditeurs me le font remarquer. Bonjour, je travaille dans le domaine des sciences en communication et on enseigne aux enfants justement l'usage d'Internet, de ne pas prendre pour acquis tout ce qui est écrit sur l'Internet, qu'il faut aller chercher plus loin, qu'il y a des sources qui sont bonnes et moins bonnes. J'imagine que c'est la même chose au niveau journalistique. Bon, je sais qu'à l'université, ils nous l'enseignent, mais il reste que quand on arrive sur le marché du travail, quand on est pris avec des heures de tombée excessivement serrées, est-ce que justement l'usage d'Internet finalement influence pas l'information de façon aléatoire au lieu qu'elle soit recherchée comme elle l'était auparavant? Moi, j'ai connu l'arrivée de l'Internet dans mon métier et ça a complètement bouleversé notre métier. Je vous dirais en général pour le mieux.
on peut vérifier des détails et l'orthographe, des trucs qui prenaient un temps fou avant. On peut faire ça avec un clic de souris. Et j'ai même, à titre d'ombudsman, j'ai fait une révision à un moment donné en disant que l'erreur qui avait été faite ce jour-là était difficilement excusable puisque en 5 minutes de recherche sur l'Internet, on aurait trouvé la véritable réponse. Donc, je vous dirais qu'en général, quand on s'en sert bien, l'Internet est plutôt un outil qui permet d'éviter des erreurs bêtes. Mais vous avez raison de dire que, par exemple, quand on pense à des sites comme Wikipédia, où il y a des erreurs, je sais qu'à Radio-Canada, il se donne de la formation sur comment utiliser l'Internet, quelles sources croire, quelles sources pas croire. Et c'est évident que les journalistes en général savent que ce qui est écrit là n'est souvent pas la vérité, qu'il faut faire comme on faisait avant, plusieurs sources, contre-vérifier, téléphoner. Mais ça a donné effectivement une apparence de facilité à ce métier-là, qui ne l'est pas dans le fond, quand il est bien fait. Et j'ai pas une réponse simple à ce que vous dites parce que c'est un enjeu complexe. Mais je ne retournerai pas en arrière. D'autres questions? Merci beaucoup, Mme Méville-Dechaine, pour cette très intéressante conférence. Petite question, vous traitez évidemment votre domaine d'activité concerne l'information, les journalistes, mais comment composez-vous avec de l'information spectacle, un peu infoman par exemple? Comment faites-vous la distinction et est-ce que vous avez un droit de regard sur leur contenu? Bon, très bonne question. D'abord, je dois dire que le bye-bye, j'en ai parlé comme d'un exemple intéressant où les citoyens se sont manifestés, mais ça ne fait pas partie de ma juridiction. Je n'ai pas, heureusement, à me prononcer sur les émissions d'humour parce que les codes sont pas mal moins faciles à écrire dans ce domaine-là. Moi, je travaille à partir de normes et pratiques journalistiques. On peut dire qu'un journaliste doit être exact, dans la mesure du possible, mais comment définir l'humour sur papier? Franchement, ça doit être assez difficile. Mais effectivement, la question que vous posez est complexe parce que, comme ombudsman, je dois me préoccuper d'informations où qu'elles soient. Donc, mon mandat n'est pas limité uniquement au service de l'information, aux nouvelles, aux grandes émissions d'affaires publiques. Je dois parfois aller dans le domaine, effectivement, de l'information spectacle ou du mélange des genres. Il faut comprendre qu'à Radio-Canada, comme ailleurs, il y a beaucoup de mélange des genres. Une émission, par exemple, comme celle de René Aumirois, le matin, fait en partie du divertissement, en partie de l'information, ça dépend des bouts, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, on a de plus en plus de ces émissions qui font un peu de tout. Je me suis prononcée sur le Freak Show. Je ne sais pas si c'est une émission qui vous dit quelque chose, avec Marc Labrèche. Dans ce cas-là, et je vous avoue que j'ai beaucoup consulté à l'extérieur parce que j'avais besoin d'apprendre sur les codes propres à l'humour et les codes propres à l'information pour bien faire la différence. Et dans ce cas-là, j'ai conclu que sous des apparences d'humour, de messages enrobés d'humour, parce qu'on le sait, Marc Labrèche est très drôle et tout ça, il y avait un fond d'information. On essayait de convaincre les auditeurs que la mondialisation en général était diabolique. Et il y avait un biais très, très marqué dans l'émission. Et ce n'était pas du tout une émission purement d'humour où il est question de tout. C'était vraiment, dans une enveloppe humoristique, un message très clair, biaisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un côté de la médaille. C'est évident que la mondialisation, on s'entend, pose d'énormes problèmes. Mais on ne peut pas nier, par exemple, que la Chine s'en est jusqu'à la crise récente, fort bien tirée grâce à la mondialisation. Donc, c'était une émission qui, à travers différents sujets, ne montrait pratiquement que les aspects négatifs de la mondialisation. Alors, j'ai donc fait une révision là-dessus, mais je fais du cas par cas. C'est très difficile, parce que ça ne se découpe pas au couteau, et ça reste des sujets extrêmement délicats, parce qu'évidemment, je ne vous cacherai pas que ça crée des tensions à l'interne sur quoi j'ai juridiction, sur quoi je l'ai pas, mais je vous précise à tous que j'ai quand même dans mon mandat très clairement l'indépendance nécessaire pour écrire et dire ce que je veux. Je ne peux, un peu comme un juge, je ne peux être congédiée pour mes écrits ou mes dires. J'ai un mandat fixe de 5 ans, après lequel je dois quitter Radio-Canada. Suzanne?
Suzanne Laberge, une Oui. ancienne collègue à moi. Ancienne collègue du temps du journalisme. Oui. D'une autre manière. Si je comprends bien le rôle de l'ombudsman, c'est en réponse aux plaintes non satisfaites ou qui ne sont pas acheminées exactement parfaitement jusqu'à satisfaction du public. Est-ce que l'ombudsman que vous êtes peut avoir quand même l'autorité sur un sujet qui le préoccupe sans attendre qu'il y ait une plainte qui viendrait du public? Alors, Ce que j'ai derrière la tête, c'est le développement extrême de l'Internet, la fragilisation des agences de presse, la concentration de la presse, la disparition de TQS, etc. Une mouvance tellement grande que je peux me dire, le public qui ne voit pas nécessairement toujours clair, malheur alors, on a un ombudsman qui pourrait plonger dans un sujet, il faudra qu'il attende que le public puisse se formuler précisément une plainte sur un cas, alors qu'en fait, c'est peut-être un malaise que nous avons devant tous ces changements-là. Est-ce que vous pouvez vous-même vous poser une question et nous fournir la réponse? Comme je dis toujours à Radio-Canada, je ne suis pas un robot. Je peux aussi réfléchir à toutes ces questions-là. J'ai la latitude dans mon mandat, si une question est préoccupante, me préoccupe ou me semble préoccupante, j'ai la latitude nécessaire pour faire des études plus larges. Ceci dit, mon mandat, n'oubliez pas, c'est un mandat radio-canadien. Donc, TQS, tout ce qui est ailleurs, franchement, je peux bien avoir des opinions sur tout ça, mais mon travail, c'est Radio-Canada. Je n'ai pas encore... je sens pas encore que je maîtrise suffisamment tous les outils pour être un bon ombudsman, pour me lancer dans des grandes études qualitatives sur comment tel genre de sujet, par exemple, pourrait être couvert à Radio-Canada. Par exemple, un des plaignants récemment s'est plaint qu'il manquait de diversité dans les journalistes qui venaient faire du commentaire à l'antenne. Bon, ben c'est clair qu'on est une petite société, le Québec, et que les gens qui sont capables de s'exprimer à la télé, qui sont, il y a toutes sortes de critères pour être commentateur à la télé, mais étant une petite société, c'est vrai qu'on revoit les mêmes visages assez souvent sur le net, à Radio-Canada et tout. Et il est clair dans les normes que Radio-Canada doit faire la promotion de la diversité. Donc, est-ce qu'on le fait suffisamment? Est-ce qu'on le fait pas pour être vraiment capable de répondre de façon qualitative à ce genre de questions? Il faudrait que je fasse des études sur des heures et des heures de programmation. Alors, c'est difficile parce qu'autrement, je peux pas avoir des impressions puis tirer de grandes conclusions là-dessus. Alors, pour répondre à votre question, j'ai la possibilité par exemple, un autre sujet qui pourrait être intéressant, l'attitude en général. Quelle est l'attitude des journalistes radio-canadiens face aux États-Unis? Est-ce qu'on a fait preuve sous le régime Bush d'un certain anti-américanisme ou non? C'est des questions intéressantes, ça, en journalisme. Alors, ça pourrait faire l'objet d'études plus approfondies. Mais je dois vous dire que les auditeurs et les téléspectateurs sont parfois très, très fins. Ils découvrent des choses. Je reçois des plaintes vraiment bien écrites de gens qui regardent, qui font des liens. Donc, écoutez, en termes de volume, j'en reçois 1000 par année, 600 en information. Donc, il y a du matériel là-dedans. Donc, il y a suffisamment d'auditeurs et téléspectateurs pour me donner assez de travail. Et la beauté d'écrire sur ce que les téléspectateurs pensent, c'est que c'est pas juste mes petites marottes. Parce qu'autrement, ça est un peu facile pour un ombudsman de dire ben moi, ma marotte, c'est ça, puis là, on pousserait toujours dans ce sujet-là. Alors, il peut y avoir des sujets, par exemple, récemment, j'ai dû m'informer sur les dangers des antennes de cellulaire. En tout cas, c'était hyper pointu comme sujet. Jamais je pensais lire autant là-dessus, parce qu'on avait un journaliste, un reportage qui avait manqué de nuances là-dessus. Alors, et il y avait une plainte de plusieurs pages, extrêmement bien écrite, par des universitaires là-dessus. Donc, les plaignants sont souvent fort bien informés. Il y a un monsieur. Merci beaucoup. Merci à la Toile pour avoir organisé ça et Madame l'Ombudsman pour cette conférence. Un peu en lien avec la question de Madame la sénatrice. Y a-t-il à Radio-Canada des moyens pour la double vérification des sources anonymes? Parce qu'on comprend que dans un contexte journalistique
la source anonyme est aussi une source d'information qui peut mener à des grandes enquêtes, dont le Watergate. Exact. Mais y a-t-il à Radio-Canada une double vérification des sources anonymes pour s'assurer que ce n'est pas juste une personne qui spinne dans le fond un message et que le journaliste est juste utilisé? Et il y a comme un deuxième sous-volant à cette question-là. Dans un contexte avec Internet, c'est comme un cocktail Molotov, la source non citée et la temporalité de l'information. Par exemple, l'alerte à la bombe à l'UQAM. Oh mon Dieu, moi j'étais allé voir ça, j'étais chez nous, j'ai des amis à l'UQAM, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois sur le site web de Radio-Canada une source qui dit avoir vu quelqu'un armé au sein de l'UQAM. J'appelle mes chums, hey, t'es-tu à l'UQAM, tout ça? Il y a quelqu'un qui a vu quelqu'un armé, et je retourne sur le site web 25 minutes plus tard, à peu près, et cette information-là n'existe plus, et je suis comme, mon Dieu, je suis le seul à avoir vu ça, j'ai-tu halluciné? On est combien de milliers de Québécois à paniquer ben raide? Y a-t-il des archives aussi sur ce genre de trucs-là? Donc, merci. Alors, écoutez, c'est des questions complexes. D'abord, sur la double vérification. Je ne suis plus journaliste de terrain. Ces choses-là changent, mais normalement, vous devez être en mesure de dévoiler à votre supérieur, à votre patron, à une personne en autorité, l'identité de votre source. Et de cette façon-là, on évite les plus grands dérapages, croit-on, et aussi il peut y avoir des recoupements de faits dans des histoires. Est-ce que on a toujours besoin de 3 sources en journalisme politique avant de sortir quelque chose? Je ne crois pas que les fameuses règles du Watergate, vous savez, quand il était en train de chercher sa 3e source, ce n'est pas pour faire du commentaire politique. On n'est pas tout à fait là-dedans. Par contre, quand il y a des réputations en jeu et tout, là, c'est un processus beaucoup plus serré. N'oubliez pas aussi qu'il y a un contentieux à Radio-Canada qui est très actif et qui est parce que évidemment il y a des questions qui ont trait aux réputations des gens et tout. Sur l'Internet, il y a moins d'1 an, il y a eu beaucoup de formations à Radio-Canada justement sur ce danger d'aller trop vite en ondes et de dire des choses qui étaient non vérifiées. Il faut dire qu'il y a eu l'Internet, mais il y a aussi RDI. Hein. Tout le phénomène des nouvelles continues ont fait que ça va de plus en plus vite et la tentation, on se fait poser des questions et on essaie de répondre. Et c'était très bien comme atelier parce que ça a permis à plein de gens de dire à quel point ils s'étaient sentis très fragiles sur des informations non confirmées en ondes. Et ils se sont fait dire par leur patron, et c'est vraiment une des choses qu'il faut apprendre à dire comme journaliste, c'est « on ne le sait pas, malheureusement, c'est tout ce que je sais jusqu'à maintenant ». C'est pas le genre de choses que les journalistes aiment dire. Il y a une certaine époque où les journalistes se voyaient vraiment comme étant des êtres, entre guillemets, qui possédaient la vérité, qui étaient capables de parler sans arrêt et tout. Mais je crois qu'on est dans une autre période où les citoyens ont accès eux-mêmes à de l'information directement. Et donc, le journaliste doit plutôt se mettre à niveau et dire, ben voici ce que je sais, voici ce que je ne sais pas. Et à mon avis, c'est très important d'être capable d'aller en ondes, en direct, sur des événements particulièrement difficiles pour le dire. Parce que, par ailleurs, des erreurs, ça arrive. Là, ce que vous avez vu là sur l'homme armé en Internet, c'est une erreur, ils l'ont enlevé. Au moins, quand il y a une erreur, il faut l'enlever rapidement. Mais inutile de vous dire qu'avec le nombre d'heures d'antenne et tout, c'est évident qu'il va y en avoir des erreurs. Ce qui compte, c'est que la direction donne précisément, et je sais que ça a été fait il y a 1 an, la ligne en disant ce qui compte, c'est d'être le plus exact possible, c'est pas seulement d'être le premier. Et ça, je sais que c'est des signaux qui sont donnés à Radio-Canada. Évidemment, tout ça est toujours délicat parce que on veut aussi être écouté, on veut aussi être regardé, c'est important pour tout service de l'information, mais pas au détriment d'une certaine rigueur. Est-ce que je peux y aller, Max, sur le web? Une première question? OK. La vie est injuste. Elle est courte.
Est-ce que dans les 1000 plaintes que vous recevez chaque année, vous considérez qu'il y a une partie importante qui émane d'associations ou d'organismes, par exemple le Bnai-Brit ou la Ligue des Noirs, ou qui sont des plaintes organisées ou qui émanent d'entreprises, ou est-ce qu'elles viennent du citoyen lambda? Alors, bon, c'est difficile de le savoir dans la mesure où je n'ai que des adresses courriels. Les gens peuvent clairement, ce n'est qu'au niveau de la révision que je demande aux gens adresse, numéro de téléphone, donc que je vérifie que cette personne existe bel et bien pour pas faire 15 pages d'enquête pour me rendre compte qu'il n'y a plus de plaignant, ou pour me rendre compte que le plaignant m'aurait caché son identité. Mais je pensais avoir beaucoup plus de lobby que ça. Très peu de lobby, parce que je pense qu'en général, ils ne sont pas très à l'aise avec l'aspect public des révisions. Il faut qu'ils s'identifient. Donc, c'est clair que ça va être eux qui ont fait la plainte. Même chose pour les partis politiques. J'ai rarement, à un moment donné, je parlais avec une connaissance dans un parti politique. Il me dit, est-ce qu'on peut porter plainte à l'ombudsman? Mais j'ai dit, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je ne fais pas de discrimination. Quel que soit le plaignant, je réfléchis sur les enjeux, sur le reportage, sur le contenu. Mais il était mal à l'aise de le faire en disant l'image, on se plaint, on n'accepte pas, entre guillemets, la game, le fait que les journalistes parfois nous aiment, parfois nous aiment moins. Est-ce que le fait de se plaindre à l'ombudsman, ça va encore modifier nos relations? Donc, clairement, il y a une certaine... comment dire, je suis assez, comme je vous dis, étonnée. De la part du bureau du premier ministre, on en a eu, je pense, 2 peut-être, depuis que je suis en poste. Donc, là aussi, c'est pas énorme. Général. Mais tous les citoyens sont libres de le faire. Mais parfois, ce qui est effectivement le plus difficile, c'est quand je reçois des plaintes, toutes signées par des personnes différentes, mais les plaintes se ressemblent. Alors là, on voit qu'il y a eu, c'est des gens qui se parlent entre eux, qui envoient la même plainte, qui changent quelques mots, mais de toute façon, je les considère. Ou alors, dans un récent cas, ça c'était vraiment très intéressant, c'était un documentaire qui portait sur la couverture aux États-Unis du conflit israélo-palestinien. C'est un documentaire qui avait été fait par une maison de production extérieure. On en passe beaucoup au grand reportage. Hein. On ne peut pas remplir RDI juste avec des productions maison. Et un groupe de pression a, sur son propre site, dit « Ce documentaire est une véritable œuvre de propagande. Si vous voulez vous plaindre, plaignez-vous à telle personne, à Julie Méville-Dechaine, ombudsman Radio-Canada. » J'ai reçu des plaintes de partout à travers le monde, de gens qui, évidemment, n'avaient jamais vu le documentaire, ne parlaient pas français et qui se plaignaient. Alors, j'en ai eu en tout 200 sur ce documentaire-là. Alors, c'était clair que tout n'était pas spontané dans ce cas-là. Alors, par transparence, je l'ai dit au début de la révision. Mais au-delà de ça, j'ai traité, de toute façon, je traite chaque plainte comme une plainte. Je n'ai pas à la traiter moins ou mieux parce que c'est un groupe de pression ou parce que c'est un individu. Alors, une première question en provenance du web. En mai dernier, le journaliste indépendant Patrick Bourgeois forçait la Société Radio-Canada, via la loi de l'accès à l'information, à rendre publique l'entente secrète l'Alliance JESCA, lequel holding détient le quotidien La Presse, entre autres. Or, cette entente inclut une orientation idéologique et pas seulement commerciale au contenu d'une société publique d'information qui s'enorgueillit de viser l'excellence. Comment faites-vous pour affirmer que la société pour laquelle vous travaillez exerce un code d'éthique journalistique rigide avec ce genre d'orientation des consciences? Bon. Alors, cet auditeur, écoutez, je crois que Radio-Canada, en information, comme télé, comme radio publique, n'a pas un biais idéologique parfaitement identifiable, aussi simple que dit cette personne qui questionne Radio-Canada. Je pense que
il y a, à Radio-Canada comme ailleurs, des journalistes qui sont moins objectifs que d'autres. C'est évident. Mais je vous dirais que, pour répondre simplement à la question, si je prenais l'ensemble des plaintes que je reçois, ne prenons que l'aspect souverainiste, fédéraliste, j'en reçois tout autant qui nous accusent d'un bien que de l'autre. Pas là que ça veut donc dire qu'on est parfait, la question n'est pas là. Mais il y a la réalité en journalisme, mais il y a aussi la perception. Radio-Canada, parce qu'on est financé par le gouvernement fédéral, est souvent vu comme étant plus tendre envers les fédéralistes. Mais rappelons-nous des belles années où on a aussi qualifié Radio-Canada de nid de séparatiste. La réalité est que Radio-Canada, ses journalistes reflètent la société en général. Et comme vous le savez, au Québec, ces questions-là divisent la population. Alors, ce qu'on espère, ce qu'il faut, c'est que les gens soient capables de mettre leurs opinions de côté et d'être le plus impartial possible. Je donne souvent ça comme exemple quand je parle d'équité. Parce que en journalisme, l'équilibre est relativement facile à atteindre. On prend son chronomètre, on accorde 15 secondes à la personne qui pense A, puis 15 secondes à la personne qui pense l'inverse. Mais atteindre l'équité, qui est une des valeurs fondamentales dans ces normes-là, c'est beaucoup plus difficile. Je l'explique ainsi. L'équité, ça veut dire d'abord être conscient de ses propres biais. Par exemple, si on couvre un dossier comme l'avortement, qui est un dossier où il y a un assez large consensus social, au Québec en particulier, où les cours se sont prononcés, donc consensus social en général où on considère que c'est le droit des femmes de décider de se faire avorter, que l'avortement doit être libre et gratuit et le plus accessible possible. Or, quand on commence un dossier sur l'avortement, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut être conscient de ses propres opinions, de ses propres principes sur cette question, ce qui fait que quand on interviewe la personne avec laquelle on n'est pas d'accord, on essaye encore plus d'être honnête avec cette personne-là. Donc, plutôt que de montrer, par exemple, dans une manif, ce que je dis toujours, c'est facile de montrer, de choisir un porte-parole du camp pro-avortement qui s'exprime bien, qui est un intellectuel, qui est parfaitement posé, et d'aller chercher dans l'autre camp quelqu'un qui crie des slogans, qui porte des pancartes avec des fœtus pleins de sang. Parfait, pas de problème dans l'équilibre. On a donné 20 secondes à chaque. Mais il est beaucoup plus difficile de se dire « je veux donner la parole aux gens qui sont contre l'avortement et leur donner la parole honnêtement ». Donc ça veut dire qu'il faut non seulement être conscient de ses biais, mais faire un effort supplémentaire pour donner la parole à des gens qui sont capables de structurer la pensée avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. La caricature est très facile en journalisme. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est, comme je vous dis, l'équité. Et en journalisme quotidien, c'est presque impossible de viser l'équité tout le temps. Là, c'est des beaux grands principes. Mais je pense toujours à ça quand je faisais un reportage, je pensais toujours à cela. Parce que, veut pas, tous les journalistes ont des opinions, c'est bien normal. Et je vous dirais, par rapport à cette question, que Bernard Drinville, qui est passé en politique, bien malin, qui aurait pu déceler dans ses reportages quelle était son orientation politique. Je dois vous dire que un homme qui faisait son métier plutôt correctement. Une deuxième question. Comment qualifiez-vous un journaliste qui envoie une vidéo dégradante d'un candidat aux élections à Infoman? Information non pertinente au grand public et finalement diffusée à grande échelle. La question, un journaliste qui enverrait une vidéo dégradante d'un candidat aux élections à Infoman, par exemple. Une information qui est non pertinente au grand public. Ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire une image qui n'aurait pas été en onde. D'abord, pour répondre à une question qui m'a été posée avant, Infoman, jusqu'à maintenant, j'ai considéré que je n'avais pas juridiction sur cette émission. Je considère que c'est davantage de l'humour que de l'information. Mais en général, c'est plutôt Infoman qui va piger dans les archives de Radio-Canada et qui va chercher certaines vidéos et
qui joue avec les images pour créer des situations plus drôles. Je crois que ça avait créé un problème à un moment donné parce qu'il avait été chercher une bio de quelqu'un qui n'était pas encore mort et il avait mis ça en ondes. Parce qu'évidemment, on est obligé de préparer à Radio-Canada comme ailleurs des biographies de nos grands de ce monde et c'est bien normal. Alors, je crois qu'il y a eu un certain terrain d'entente avec Infoman à l'effet qu'il ne pouvait pas piger dans ça parce que c'était un petit peu gênant. Mais j'ai l'impression que normalement, le matériel appartient à Radio-Canada. Soit on le diffuse, soit on le diffuse pas. Mais de prendre du matériel qu'on a tourné et qu'on a choisi de pas mettre en ondes aux nouvelles, j'imagine, parce qu'on a considéré que c'était pas d'intérêt public, ça serait effectivement probablement du point de vue de Radio-Canada une faute professionnelle que de refiler ce matériel-là à une tierce personne. Il y a une troisième question? Ben, allons-y. Ouais. Radio-Canada annonçait qu'un homme du même nom que moi avait eu des démêlés avec le FBI. L'homme vivait dans une région près de la mienne et son âge se rapprochait du mien. J'ai vérifié par la suite et constaté qu'il y avait environ 12 personnes avec les mêmes noms et prénoms que moi. J'ai communiqué avec le chef de pupitre pour demander qu'on publie une photo. Cela n'était pas possible. On devait annoncer la condamnation un mois plus tard, mais j'étais heureux qu'on n'en reparle plus. Commentaires et ou suggestions? C'est pas facile, hein, ces questions-là. Surtout que l'Ombudsman, je vous réponds comme ça, mais en général, moi, il faut que je réfléchisse plusieurs jours avant de pondre une révision, une opinion. Toute l'idée, c'est de réfléchir longuement. Alors, vous vous rendez compte qu'en vous répondant comme ça sur des questions théoriques, là, j'essaie du mieux possible de vous répondre. Mais dans ce cas-là, l'Ombudsman ne pourrait pas faire grand-chose parce qu'il n'y a pas eu d'erreur de commise. C'est malheureux, mais il y a des gens qui ont le même nom. Et c'est vrai que ça peut être problématique. C'est vrai. Mais de toute façon, on s'entend. Moi, je n'ai qu'un pouvoir moral. Je peux pas dire à qui que ce soit enlever cette nouvelle ou quoi que ce soit. Je peux demander à ce qu'on fasse une mise au point et tout, mais dans ce cas-là, j'irai certainement pas comme ombudsman dire on peut pas parler de ce cas-là parce que 40 personnes ont le même nom. Mais je comprends que du point de vue de l'auditeur, ça soit problématique. J'acheminerai cette plainte aux personnes en charge et afin qu'ils puissent prendre ça en considération. Parfois, il y a des erreurs bêtes. Hein. L'autre jour, j'ai parlé aux journalistes. C'était la famille d'un soldat mort en Afghanistan et je pense qu'il s'en est pas rendu compte, mais il a mis en ondes les pancartes des deux rues qui se croisaient, où vivait la famille, et le numéro civique dans ce qu'on appelle des cutaways. Donc, il donnait indirectement l'adresse de cette famille qui clairement était éplorée, tout en disant dans le reportage que cette famille voulait que les médias respectent son deuil. Et c'est clair que dans ce cas-là, c'était pas pour mal faire, c'était une erreur. Alors, ça a été tout de suite retiré, le reportage a été changé. Souvent, les erreurs ne sont pas faites de mauvaise foi. Là. Il faut le comprendre. Une sous-question qui vient de la même personne et qui vient d'arriver. Quel est l'intérêt public de dire le nom d'un inconnu? Et dans ce cas-là, c'était pas un inconnu, non? Ça sera notre internaute de nous le dire. Il me semblait que c'était quelqu'un qui avait... 12 personnes qui avaient le même prénom et nom que lui. Non, mais c'était pas quelqu'un qui avait commis un délit? Il était poursuivi par la FBI. Alors, c'est ça. C'est l'intérêt public. Ben, écoutez, on peut en discuter longuement. Là. Il faudrait que je m'assoie et que j'y réfléchisse. Allons-y une autre question à ce moment-là. Est-ce qu'un journaliste devrait toujours corriger la situation s'il s'aperçoit qu'il a fait une erreur? Oui. Le fait-il s'il en a l'occasion? Oui. Alors, écoutez, c'est le conseil, le grand conseil que je donne aux journalistes. Parce que le processus de l'ombudsman est une instance d'appel. Dans un premier temps, j'envoie la plainte du plaignant au journaliste et à son supérieur. Et ce sont les premiers qui
qui répondent aux plaignants. Donc, c'est l'occasion, si c'est une erreur, de l'admettre en première instance, et souvent, ça clôt le dossier. Et c'est parfait comme ça, parce qu'il y a eu un échange entre le plaignant et le journaliste ou celle qui est responsable des plaintes, parce que parfois les journalistes n'ont pas le temps de répondre directement. Et à ce moment-là, quand il y a eu erreur, de plus en plus, je dois vous dire, elles sont admises. Il y a une époque où les journalistes n'osaient pas, pour toutes sortes de raisons, ou pensaient que c'était préférable de ne pas avouer leurs erreurs, parce qu'évidemment, ça les fait paraître moins connaissants de certaines choses, mais je vous avoue que de plus en plus, les gens reconnaissent les erreurs quand elles en sont. Et la beauté de la chose à Radio-Canada, c'est que à ce moment-là, le plaignant, la plupart du temps, est satisfait et ne demande pas une révision de l'Ombudsman. Donc, c'est un grand intérêt pour les erreurs d'être reconnues en première instance, parce que une fois qu'on est en révision à l'Ombudsman, tout mon processus est public, et s'il y a eu erreur du journaliste, eh bien, son nom, le reportage, l'émission, tout ça figure dans les textes, dans le texte que j'écris. Pourquoi c'est public comme ça? Pas pour faire honte à qui que ce soit, mais pour servir, si vous voulez, de point d'équilibre avec le reportage. Le reportage lui-même a été public. S'il y a eu erreur, elle a été publique. Donc, la révision est aussi un document public et qui scelle finalement la chose, parce qu'on ne va pas devant les tribunaux, il n'y a pas de... moi, j'ai aucun... ce n'est qu'un pouvoir moral. Là. Je ne décide pas de sanctions ou de quoi que ce soit, mais mon seul pouvoir moral, et il est grand, parce que les journalistes vivent de leur réputation, c'est d'écrire si ce reportage a été fait ou non selon les règles de l'art. Et je vous rappelle que Radio-Canada est le seul média francophone à avoir un ombudsman. Ce n'est pas inintéressant de noter dans le climat de très grande concurrence actuelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ombudsman peut être et a été utilisé comme outil par la concurrence de Radio-Canada pour critiquer Radio-Canada. C'est-à-dire que, évidemment, mon site est examiné, regardé par les simples téléspectateurs, mais aussi par les journalistes. Et parfois, on s'en sert pour faire des articles impliquant Radio-Canada. Ça me met toujours un peu mal à l'aise, pas parce que je ne crois pas qu'on doit parler publiquement de mes révisions, mais parce que Radio-Canada est la seule boîte à avoir un ombudsman. Donc, c'est clair que s'il y en avait dans tous les médias, peut-être qu'on serait moins à l'aise d'aller chercher les révisions qui blâment Radio-Canada, parce qu'on sait que nous-mêmes, on en aurait qui nous blâment. Parce que c'est évident que dès qu'on a un ombudsman, il y a des choses qu'on fait qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, et cette personne-là se prononce là-dessus. Donc ça, c'est un peu dommage. Une petite dernière de mon côté. Comment expliquez-vous que Normand Lester ait été congédié de Radio-Canada pour avoir écrit un livre de journalisme d'enquête favorable aux souverainistes, en parenthèse, alors que Christine Saint-Pierre écrit un texte d'opinion favorable à la présence canadienne en Afghanistan? Résultat, une petite tape sur les doigts et une récompense, un poste de député. Dans les deux cas, il y a eu transgression du code d'éthique de la boîte, selon moi, lequel code impose une censure en matière éditoriale à ces journalistes. Alors, bien sûr, je me prononcerai sur ni l'un ni l'autre des cas, parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai qu'un pouvoir moral et les sanctions, tout ce qui est relation de travail, ça ne me regarde absolument pas. Mais ce que je vous dirais là-dessus, c'est que les normes et pratiques journalistiques sont extrêmement claires sur la distance à garder entre l'engagement politique et le journaliste. Notamment ce passage, pour préserver leur crédibilité et celle de Radio-Canada, le personnel à l'antenne et ceux à qui la société confie le montage, la production ou la gestion de ces émissions doivent éviter de s'identifier publiquement, de quelque façon que ce soit, à des déclarations partisanes ou à des initiatives sur des sujets controversés. Beaucoup de gens trouvent cette clause contraignante parce qu'effectivement, on est dans une époque de très grande liberté où les chartes protègent la liberté d'expression. Moi, je réponds toujours que c'est le prix à payer pour travailler à Radio-Canada, qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps, qu'on travaille pour une société qui traite bien ses employés, qui a
qui est sérieux en journalisme, qui a un code d'éthique journalistique sérieux, qui ne demande pas aux journalistes de faire n'importe quoi. En échange, elle demande un devoir de réserve à ses troupes. D'autant plus que c'est une télévision et une radio publique. Donc, elle doit projeter cette image le plus possible. Et je sais qu'elle est critiquée et qu'il y a des gens qui vont toujours penser qu'on fait les bases œuvres de X ou Y. Mais pour moi, c'est vraiment important et ça veut dire que même dans sa vie personnelle, il faut faire attention aux engagements qu'on prend. Moi, dans ma vie personnelle, je n'en ai pris pratiquement aucun. Je ne signe pas de pétition parce que je me dis, après tout, je n'ai pas à m'identifier à aucune cause. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment la controverse à la BBC. C'est fort intéressant. Sur ce message, il y a une publicité qui avait été commanditée par tout un groupe d'organismes humanitaires pour venir en aide aux civils, aux populations civiles de Gaza. La BBC a choisi de ne pas, dans le contexte actuel de la guerre à Gaza, des multiples plaintes que nous recevons tous des deux côtés, la BBC a choisi de ne pas diffuser cette publicité. Il y a eu des manifestations, des articles, en tout cas c'est un sujet très intéressant parce que là il ne s'agissait pas d'information, mais de publicité à l'antenne de la BBC. Mais dans ce cas particulier, qui est à peu près le sujet le plus, je dirais, le plus difficile, la BBC s'est abstenue. Moi, je pense que c'était probablement sage, mais d'autres disent que ça montre un biais pro-israélien et tout. Écoutez, ce genre de débat-là est sans fin. Le conflit israélo-palestinien fait partie des sujets sur lesquels j'ai le plus de plaintes tout le temps. Alors, je lis beaucoup et je connais très bien les détails de ce conflit. Merci. La dernière question. Merci madame pour votre présentation, pour votre travail aussi, dans lequel on ne se fait certainement pas que des amis. Non. J'ai 2 points peut-être. Le premier, c'est le souhait de savoir comment Radio-Canada vit votre présence, comment l'intègre-t-il ou tel et comment participe Radio-Canada à votre travail ou pas. Mon deuxième point qui est lié aux émissions que l'on peut voir parfois, ces émissions de débat public, dans lequel se présente un panel d'experts et pour lequel le journaliste fait office pour le moins d'arbitre, parfois d'animateur. Et vous l'avez exprimé, vous avez parlé d'éthique, vous avez parlé d'opinion versus l'analyse, d'équité aussi. Et ma question, c'est est-ce que vous êtes déjà intervenu sur des émissions ou auprès de vos confrères pour lesquels, je dirais, la ligne jaune avait été franchie, cette ligne d'arbitre ou de médiateur, et lorsque le journaliste en question peut parfois adopter des positions exprimées par tel ou tel panéliste et donc tout simplement quitter son rôle de journaliste. Alors, c'est 2 questions assez difficiles. C'est le conseil d'administration de Radio-Canada qui a décidé de créer le poste d'ombudsman. Donc, ce n'est pas la rédaction, le service d'information qui s'est doté d'un ombudsman. Ça a été imposé d'une certaine façon par le conseil d'administration. Il y a un ombudsman du côté de CBC et moi du côté français. Heureusement, on ne fait qu'un secteur parce que autrement, ça ferait beaucoup trop de plaintes. Comment je suis acceptée à Radio-Canada? Je pense que l'ombudsman est perçu comme un mal nécessaire. Je vous dirais que j'ai beaucoup de difficulté à répondre à cette question parce que c'est difficile. Je pense que ça dépend des gens. Je pense que je suis assez bien acceptée par les journalistes terrain parce que je suis issue de ce milieu-là. Donc, j'ai réussi, je vous dirais, dans ma façon de travailler comme ombudsman,
à parler non seulement des erreurs, des bons coups, mais aussi du processus journalistique. Et ça, pour beaucoup, c'est très intéressant parce que le journalisme, c'est pas juste ce qu'on voit en ondes. C'est tout ce qui a précédé dans le processus journalistique. Et je décortique beaucoup ça pour des questions de transparence et pour des questions d'éducation aussi. Parce que c'est super intéressant de savoir toutes les embûches qu'on a eues avant d'arriver à tel résultat. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et les gens qui lisent ça, qui connaissent pas le métier, ou même ceux qui sont dans le métier, ça les fait réfléchir. Alors, j'ai beaucoup de commentaires très positifs d'anciens collègues que je rencontre et tout, de façon informelle et tout. Je suis respectée par la direction. Je vous dirais que le fait que justement il y ait beaucoup de compétition en ce moment et une guerre médiatique, je pense que ça m'empêche d'avoir un rôle que j'aimerais plus important. C'est-à-dire que moi, j'aimerais avoir accès aux ondes, avoir une chronique, par exemple. Mais autant je suis indépendante, autant je peux pas avoir accès aux ondes si on ne me donne pas une période. Alors, je crois que on préfère son ombudsman discret à Radio-Canada. Ça m'empêche pas de parler à l'extérieur. Et parfois, je crois que dans ce que j'écris, j'ai des réactions individuelles qui montrent que j'ai visé juste, qu'on est d'accord avec ce que je dis. J'ai jamais eu de grands désaccords de campagne menée contre moi sur une révision. Ça peut être soit le silence, soit on est d'accord. Alors ça, c'est pour la première partie. Mais écoutez, dans ce rôle-là, on n'est pas là pour se faire aimer, vous l'avez dit, et il ne faut pas que ça soit ça qui nous guide, parce qu'autrement, on devient influençable, et idéalement, il faut rester impartial. Et c'est vraiment ça que je vise. Par ailleurs, des reporters ou des animateurs qui perdent de pied et qui parfois se permettent une opinion, ça arrive. Ça arrive assez fréquemment. Surtout ceux qui sont en direct pendant des heures de temps. Il ne faut pas sous-estimer à un moment donné le fait de passer des heures et on a de moins en moins de filtres et tout, on est fatigué, puis hop, tout à coup, le mot qu'il fallait pas qu'il sorte sort et tout. Pas à moi de les reprendre s'il n'y a pas de plainte d'auditeur. S'il y a une plainte, je me prononce sur la plainte et je dis est-ce que la ligne a été dépassée, mais autrement, j'appelle pas mes collègues pour dire je pense que tu as déraillé ce jour-là. Ou... Mais ce qui est plus pernicieux, je vous dirais, et j'en ai parlé dans mon dernier rapport annuel, qui est en onde, qui est en ligne en ce moment, si vous voulez le lire, c'est une tendance à l'opinion. Une tendance à l'opinion à l'intérieur même du service de l'information à Radio-Canada. Donc, ce qui se passe dans les autres médias écrits, ça s'en vient à Radio-Canada. Donc, on a tendance parfois, même les animateurs, même ceux qui sont soumis à ces normes-là, ont tendance parfois, effectivement, à échapper à une opinion. Or, nous, on est le seul média à avoir une norme aussi sévère. L'opinion est interdite à Radio-Canada. La seule chose qui est permise, c'est l'analyse. Donc, en vertu de ça, aucune opinion, préférence ne devrait jamais être exprimée, et vous le savez bien, c'est pas le cas. Donc, il y a la réalité, puis il y a les normes, puis il y a en faire, là. Merci. Alors maintenant, avant de s'en aller, on va faire le tirage. Et juste avant, je vous rappelle au risque de radoter, remplissez ce formulaire d'évaluation, c'est bien. Ça nous aide à améliorer le produit dans la mesure où... Pardon ? Dans la mesure où on le peut. Et juste avant de vous laisser partir, je vais vous passer en revue les prochaines conférences. Alors, c'est tous les mercredis, donc je ne dirais pas mercredi. Le 25 février, c'est Jean-François Dumas, président d'Influence Communication. Il nous parlera de la mesure des médias, savoir et les comprendre. Le 25 mars, pardon. Annick Lambert et Félinie Després de Pratt & Whitney vont nous parler des communications internes comme moteur d'avancement.
Le 29 avril, Lynn Sylvie Perron, conseillère principale au cabinet de relations publiques nationales, nous parlera de 30 ans de communication politique, un regard sur un monde bouleversé, un univers bouleversé. Et le 27 mai, il s'agit de Bernard Motulski, titulaire de la chaire de relations publiques et de communication marketing à l'UQAM. Il nous parlera d'une reconnaissance professionnelle pour les communicateurs. En maintenant le tirage, je voulais bien tirer le nom de l'heureux ou Certainement. Et heureuse gagnant. qu'est-ce que le gagnant gagne? Eh bien, une prochaine conférence, c'est dommage, ils ont raté la meilleure, mais tant pis, on aura une autre. C'est flatteur. Serge May. Voilà. Hein. Bravo! Bien, oui, oui. Vous allez pouvoir revenir. Oui, il ne croyait pas. Sorte de C'est ça. choses. Et merci beaucoup encore d'avoir. On a terminé. Merci. Et merci d'être Merci. venu et d'avoir affronté la tempête là, pour venir m'écouter en vrai plutôt que sur le Ben web. Oui, sur Internet. Franchement, et merci. puis bravo pour la Ça me fait participation chaud aux au cœur. questions, hein, c'était super. Oui, merci beaucoup.